Une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour, bienvenue au Balado, une lecture qui a changé ta vie. Donc aujourd'hui, on reçoit Guy April. Guy a travaillé au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup pendant 37 ans. Donc 20 ans à titre d'enseignant et 17 ans à titre de directeur. Donc aujourd'hui, il se qualifie il est en étape de retraite pour voir ce qu'il veut faire, plein de beaux projets pour Guy. Donc, nous avons eu de belles discussions au sujet de la lecture. Je savais que c'était quelqu'un qui aimait lire, mais j'ai découvert différentes sortes de lectures avec lui. On a parlé de romans, donc de romans, de polars, comment c'est entré dans sa vie. On a parlé aussi de livres qui étaient des réflexions sur l'éducation. Je dirais des livres quasi philosophiques en lien avec l'éducation. Donc, vous allez voir, très intéressant. Et on a fini avec des livres de management, donc de l'importance de l'humain dans le management, de la créativité. Donc, c'est vraiment vous allez voir, c'est un homme passionné, c'est des moteurs qui ont été au cœur de sa vie professionnelle. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Je me présente, Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, c'est le but du balado, c'est vraiment de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la librairie du Portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour Guy. Bonjour Valérie. Donc, très contente de te recevoir à mon podcast, une lecture qui a changé ta vie. Merci pour l'invitation. Je vais tout de suite te présenter parce que moi, je te connais bien et depuis longtemps maintenant. J'ai trouvé ça cute quand je t'ai demandé, Guy, comment je te présente. Tu m'as dit, actuellement, je me présente comme étant ou faisant, je retraite ma vie. Donc, c'est très cute. Après, tu m'as dit 37 ans au Collège Notre-Dame, oui, 20 ans en enseignement et 17 ans à la direction. Maintenant, c'est le temps de prendre un nouveau chemin et de faire autre chose. Tout à fait. Donc, c'est tout nouveau. Là, je suppose que tu explores plein de pistes. Moi, je suis un passionné de la gouvernance. Donc, j'ai monté des formations en gouvernance, puis j'ai commencé à rencontrer des organismes à but non lucratif qui veulent améliorer leur performance de conseil d'administration. Donc, j'ai commencé à donner des formations un petit peu aussi sur les planifications stratégiques d'OBNL. Donc, c'est vers ça, là, présentement, que je travaille un petit peu, là. Ah, ben c'est bon. Fait que ça va bien aller avec nos discussions d'aujourd'hui, oui, parce que tes lectures touchent un peu à ça et vont tout enrichir ça. Donc, on commence tout de suite. Ce que je veux dire d'entrée de jeu, c'est que, tu m'as fait des belles suggestions, 3 suggestions dans des liens, dans des chemins complètement différents. Fait que ça va être le fun de jaser de ça. Mais moi, je les avais pas, ces livres-là. Certains datent un peu, puis j'ai pas eu le temps de les commander. Fait que je t'ai dit, « Hey Guy, est-ce que tu peux les apporter? » Et là, tu m'as dit, « Je peux pas, Valérie, je les ai prêtés, puis je sais pas à qui, puis ils sont jamais revenus. » Fait que j'ai trouvé ça cute. Donc, on n'aura pas les livres aujourd'hui. C'est pas grave, ça peut faire une belle discussion quand même. Tout à fait. Mais ça me donnait un indice que pour toi, le livre, c'est redonné au suivant. Bien, c'est ça. Puis quand à un moment donné, on discute d'un sujet avec quelqu'un, j'ai un livre là-dessus, garde, prends-le. Mais finalement, à un moment donné, on perd le fil à qui on l'a prêté. Mais c'est correct comme ça. Je pense que puis moi, j'annote beaucoup mes livres. Donc, des gens, des fois, voient ça, puis on en reparle un peu après, mais à un moment donné, il disparaît, puis c'est correct. Il est peut-être passé par 3-4 mains depuis ce temps-là, puis c'est bien ainsi, là.
Mais des fois, vas-tu t'y référer? Ah oui, régulièrement. Moi, c'est pour ça que j'annote beaucoup. Puis, de temps en temps, j'en prends un, je refeuillette, puis là, je revois des affaires. Ah oui, ça m'avait marqué pour telle raison, et ainsi de suite. C'est une façon, à un moment donné, de se rappeler certaines choses. C'est un peu un résumé que je me fais au fur et à mesure que je fais la lecture, là. Oui, c'est ça. Puis ce que je trouve étonnant, c'est que moi aussi, je surligne. Oui. Puis là, je ressors le livre, puis je suis comme, ben oui, c'était vraiment bon. Tout à fait, exact. Donc, c'est étonnant comment, même plus tard, on fait comme, ah oui, ça m'accroche encore. Parce que mon garçon, des fois, regarde mes livres, puis il dit, ben c'est incroyable, il me semble que ça te fait pas quelque chose d'écrire là-dedans, puis de barbouiller. Ben non, j'ai dit, c'est à ça que ça sert. Puis je vois à un moment donné que ça a une certaine influence, parce que là, il est aux études, puis à un moment donné, je feuillette, il monte ses livres et tout ça, puis je vois qu'il a pris cette habitude-là. Donc, on se donne chacun des trucs, en fait, parce que chaque livre nous apporte quelque chose, même un roman. Moi, des fois, les personnages m'aident à me construire comme personne, puis à devenir une meilleure personne, juste de par leur réaction, des fois, ou comment ils se comportent dans les histoires, leurs réactions, et ainsi de suite. Donc, je pense que tous les livres, c'est des sources d'apprentissage qui sont énormes, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis tu as raison, même les romans, ce que Oui. vivent les personnages, ou des fois, une réflexion. Puis tu sais, c'est un peu le but du podcast, c'est de dire, des fois, un personnage va vivre quelque chose ou va faire une réflexion, ça peut être une phrase, puis tu fais comme, ah oui, OK, ça vient me chercher, ça vient me toucher, ça vient... Ben, je vois faire le réfléchir. héros de Louise Penny, qui est Armand Gamache. Oui. Puis tu te dis à un moment donné, il va-tu se fâcher? C'est incroyable la réaction qu'il a devant les événements. Puis là, dans son dernier roman, à un moment donné, il se fâche. Je me dis, bon, il est humain à quelque part. Mais on apprend beaucoup de son comportement face à ce qu'il vit. Donc, je me dis, ben, il y a des leçons à tirer de ça tout le temps, là. Oui, tout à fait. Donc, on part. Partons Oui. avec justement les polars. Oui. Donc, ça, c'est une des catégories de livres que tu aimes lire. Oui. Donc, puis là, j'aimerais ça que tu me racontes l'histoire. Comment tu as commencé à lire des polars? Qu'est-ce qui t'a amené là? Il y a toujours un élément déclencheur dans les 3 livres que je t'ai présentés. Le premier, ben, j'avais fini mes études universitaires, puis j'avais beaucoup lu d'ouvrages spécialisés, puis pas de romans. J'étais comme pas attiré nécessairement vers ça. Puis j'ai un beau-frère qui dévorait des livres. Puis à un moment donné, ben, il dit, tu lis pas ça, des romans? Je dis, non, pas vraiment. Il dit, je vais t'en faire lire un. Et c'était Cain et Abel à l'époque. Puis là, on remonte en 1986. Et là, je n'étais plus capable de sortir de ce livre-là. Puis la piqûre a commencé là. C'était pas tant un polar, Cain et Abel, que de l'histoire de 2 personnes qui proviennent de milieux diamétralement opposés, qui se retrouvent les deux dans le monde des affaires, puis qui viennent qu'à se connaître, à se détester, à se respecter, puis ça finit quand même par une belle amitié, là. Mais il y a quand même de l'intrigue. Mais après ça, je suis tombé. Ben là, un coup que j'ai été accroché, là, il m'a lancé dans la série des Robert Ludlum. Et là, c'est parti. C'est parti, puis c'était ma thérapie d'été, ce type de roman-là. OK, là, Parce ça que- te changeait, là. Complètement. Parce que quand je tombe là-dedans, tu pars, tu es dans un autre monde. On n'est jamais seul quand on a un livre, quand on lit un livre. Puis c'était pour moi une façon de changer le rythme, puis de relaxer, même si les livres sont intenses, là, parfois. Mais c'était vraiment ça. L'été, c'était... J'enchaînais les romans un après l'autre, puis des polars, tout ce qui était policier, là, je dévore ça. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que t'aimes ce qui est policier, mais ce que je voyais de Cain et Abel, c'est aussi comme un peu une fresque familiale. Oui, oui, tout à Donc, fait. Oui, puis ben, en fait, lui, il cherchait à me piquer ma curiosité face au roman. Donc, j'avais pas nécessairement un intérêt pour dire vers quel type de roman je vais aller. Mais celui-là, il m'avait dit, tu vas lire ça, tu vas le dévorer. C'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, l'histoire m'a accroché beaucoup. Puis, je n'ai pas nécessairement continué dans ce genre de roman-là. Mais d'une chose à l'autre, je suis allé vers les autres auteurs, là, puis là, ben, le roman policier où cet été, j'ai relu tous les Sherlock Holmes. OK. Puis moi, je m'entendais parler beaucoup de Sherlock Holmes. Je n'avais lu un il y a longtemps. Mais là, tu vois, c'était différent à cette époque-là, là, la façon dont il menait ses intrigues, mais c'était toujours, c'est toujours accrocheur, là. Oui, c'est ça, exact. Là, j'ai amené quelques livres pour faire un parallèle, des livres qui m'ont inspiré quand j'ai vu ta suggestion. J'ai amené Donna Leon. Je ne sais pas si tu connais cet Non, auteur-là. je connais pas. Elle fait des polars. Son commissaire, c'est Brunetti. Je dirais, elle en a fait plusieurs. Puis je dirais que les gens la découvrent ou la connaissent de plus en plus ici au Québec. Donc, on la vend... On la vend très, très bien. Les gens l'aiment beaucoup. C'est des polars, c'est ça, toujours avec le même commissaire, bien ficelé. Donc, ça peut être une belle découverte. Tout à fait. Tout à fait. Je vais en prendre bonne note. Oui. Il y a cet auteur-là. Sinon, j'ai amené Ken Follett Ah oui, parce que je trouvais que particulièrement celui-là,
qui est vraiment... bon, Ken Follett, on n'a pas besoin de le présenter longtemps. Les gens le connaissent. As-tu déjà lu du Ken J'ai Follett? beaucoup de de Ken Follett. Celui qu'il y avait précédemment, dont j'oublie le titre, là, Il finit mal. On s'attend pas à ça. T'as pas aimé ça? Boy, c'est parce que on dirait qu'il lit dans une boule de cristal. C'est en train de ce qui se passe, c'est en train c'est ce qui se passe présentement dans le monde. Il l'a comme écrit. Puis là, tu te dis, est-ce que le dénouement va être ce que lui a fait dans son livre, a écrit? Parce que dans ce livre-là, c'est une présidente des États-Unis. Puis elle est en contact avec le président chinois, puis c'est sur le bord d'éclater, là. Puis tu te dis, à un moment donné, elle va réussir à sauver ça à la fin, mais je vais laisser la fin au lecteur, mais ça m'a secoué quand j'ai vu la fin de ce livre-là, puis je me dis, est-ce que c'est ça qui va se passer, là? Ah ben, puis t'es pas le premier à dire ça, là. J'ai 2 autres personnes qui m'ont dit la même chose. C'est un peu bouleversant Oui, à lire, c'est là. bouleversant. Puis Ken Follett, habituellement, quand tu le finis, ben, écoute, c'est toutes que des histoires qu'il raconte. Les piliers de la Terre, ça a été... T'as ben, lu? T'as lu toute la Ah longue oui, série? c'est les piliers de la Terre, ça, c'est quelque chose, là. Non, j'ai bien aimé. Fait que Ken Follett, oui, c'est un... Mais celui-là, je ne l'ai pas, donc... Ben, il est tout nouveau, Oui. puis ça se passe, bon, ça se passe toujours en Angleterre, et c'est encore une fois, tu sais, toute la vie d'une famille au port de la guerre, c'est tout le... Donc, je trouvais que ça faisait très... Je trouve que celui-là ramène aux histoires de Ken Follett très familiales, Oui, là. oui. Donc, avec la vie de plusieurs personnages. Fait que ça me faisait un peu penser à Cain et Abel. Oui, tout à fait. Puis la recherche historique qu'il y a derrière ça, c'est incroyable, là. Oui, tout à fait. Fait que... Et j'ai apporté, attends un petit peu, il faut que je me concentre pour dire son nom, Sigurdardottir. Donc, c'est vraiment, encore une fois, on est toujours, souvent le policier, ça va être un même inspecteur qui Oui. va revenir au fil de l'histoire. Et c'est des histoires, c'est du polar suédois, donc leur réputation n'est plus à faire. Et on est encore là dans des grosses histoires, là. C'est sûr, c'est intense. Pour changer les idées, c'est parfait. Donc, les gens l'aiment beaucoup. Ça aussi, c'est un auteur que les gens découvrent de plus en plus, puis beaucoup apprécié. Donc, ça peut peut-être être une belle découverte. Tout à fait. Donc, dans le style. Donc, on a parlé des romans. Oui. Ensuite, on avait une deuxième catégorie qui était les réflexions sur l'éducation. Oui. Et à ce niveau-là, bon, l'auteur, je peux te dire fétiche? Oui, Qui tout à est fait. Michel Serres. Michel Serres, oui. Tu as précisé vraiment le tiers instruit. Oui. Tu peux nous en parler un peu? Pourquoi? Puis, ça a-tu été le premier livre de Michel Serres que tu as lu? Non, le premier, c'est, encore une fois, il y a toujours quelqu'un qui provoque la situation. J'étais entraîneur à ce moment-là de l'équipe du Québec en badminton, puis celui qui travaillait avec moi, à un moment donné, je le vois lire un livre de Michel Serres, Les 5 sens. Puis là, il me parle de cet auteur-là. J'ai commencé par lire Les 5 sens, mais le tiers instruit m'a vraiment accroché parce que, bon, il faisait référence beaucoup à l'éducation. C'était en 1991, donc je revenais au collège après 2 ans de congé sans solde où j'étais entraîneur badminton à Québec. Puis en lisant le tiers instruit en 91, déjà, lui, il disait les nouvelles technologies, il va falloir que les enseignants s'approprient les technologies et en fassent une plus-value dans leur enseignement. Il dit c'est fini le temps où le prof s'adresse aux élèves à sens unique. Donc, il dit l'autre chose, c'est qu'ils ont tellement accès à l'information, les jeunes, que ça peut aller dans les deux sens, l'enseignement. Puis, intégrer les technologies à vos façons de faire. Puis, en 91, qui est déjà... C'était très, très audacieux. Puis moi, ce que j'aime de Michel Serres, c'est que de formation, c'est un mathématicien qui, à un moment donné, s'est intéressé aux humanités. Puis le tiers instruit, c'est aussi un peu... on devrait tous être formés de sciences et d'humanité. Puis ça fait de nous comme une tierce personne encore plus intéressante. Puis moi, au collège, j'ai toujours tenu à ce que jusqu'en 5e secondaire, les élèves fassent toujours de la science et toujours des humanités. C'était un peu lui qui avait influencé cette pensée-là. Alors, ça a été un élément déclencheur, le tiers instruit. Et là, je suis parti sur Michel Serres, puis j'ai eu l'occasion d'assister à 2 de ses conférences. Il a écrit un livre, à un moment donné, hommage aux éducateurs physiques. J'ai trouvé ça... moi, de formation, je suis éducateur physique, alors j'ai dévoré ce livre-là où il démontre
où il explique l'importance de cette profession-là puis de l'impact que ça peut avoir sur les jeunes. Je lui ai même fait dédicacer ce livre-là. OK. Donc, ça a été passionnant. Puis ce que j'aime aussi de lui, il est dur à lire. C'est pas facile de lire les livres de Michel Serres. Ça demande une concentration, puis des fois, il faut recommencer. Puis lui, il disait, ben l'intellect, tu l'entretiens en lisant quelque chose d'un peu plus difficile que ce que tu peux comprendre. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Alors c'est pour ça que tu lis puis tu relis. Puis, faut lire à quelques reprises. Il y a plein de subtilités. C'est un peu un poète aussi dans sa façon de faire. C'est vraiment un être... Puis moi, une des phrases qui m'a le plus marqué de Michel Serres, c'est sa position par rapport au vieillissement. OK. Puis à un moment donné, il a dit, par rapport à ça, il dit, j'ai des collègues de 30 ans qui ont le regard éteint et j'en ai de 75 ans qui ont un regard qui illumine. Puis là, je me suis dit, ben vieillir, c'est pas... Si on est dans cette optique-là, c'est beau vieillir, tant que tu es en santé. Mais j'ai aimé ça, puis c'est effectivement, moi je le constate. Il y a des jeunes, malheureusement, qui ont le regard éteint, puis il y en a qui, en vieillissant, sont toujours aussi allumés, sont toujours aussi ouverts à apprendre, à s'améliorer, à se perfectionner. Donc, c'est pas vrai qu'en vieillissant, on perd ça. Au contraire, il faut l'entretenir, là. Bien, c'est une question de choix. Tout à fait. C'est une question de choix. Je veux revenir sur ce que Michel Serres a dit. Je trouve ça super intéressant sur les lectures qui peuvent être parfois plus difficiles. Ouais. C'est important c'est important. Des fois, on n'a pas le goût de sortir de notre zone de confort. Des fois, on lit pour se changer les idées. Mais je trouve que de toujours avoir un livre peut-être un peu plus challengeant, on n'est pas obligé de lire ce livre-là challengeant pendant 2 heures de temps puis se décourager. Effectivement. Mais on peut quand même en lire des petits bouts. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Puis des fois, je les ressors un peu comme je fais pour les autres. Je relis des choses, puis je me suis dit, ah, c'est ça. Là, je comprends maintenant ce qu'il voulait dire par ça. Puis juste une petite parenthèse, il a écrit un livre qui a appelé Le Petit Pousset. Puis là, j'ai dit, mais Le Petit Pousset, il fait référence aux jeunes qui sont sur leur cellulaire avec leur pouce, puis qui envoient des messages et tout ça. Mais lui, il n'est pas découragé de ça. Au lieu de dire, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça, comment... Tu sais, qu'est-ce qu'ils sont en train de développer, ces jeunes-là, de plus que nous, on n'a pas? Puis comment ils peuvent nous aussi nous pousser à continuer à apprendre puis à les suivre dans ce rythme-là? Fait que moi, ça me fait toujours... j'ai toujours dit dans ma carrière au collège, les jeunes m'ont toujours appris plus que j'ai pu leur apprendre. Puis moi, je suis confiant envers les prochaines générations, là. Fait qu'il faut y croire. Faut pas dire, ben, dans mon temps. Lui, il m'a beaucoup appris par rapport à ça. D'être dans l'époque actuelle. L'époque actuelle, puis s'ajuster, peu importe l'âge qu'on a, mais s'inspirer aussi de ce que les jeunes découvrent, là. Oui, c'est ça. Puis, je pense, de travailler avec les éléments qui sont là. Oui. Tu sais, je veux dire, les médias sociaux ne disparaîtront pas. Alors, au lieu de chialer contre les médias sociaux puis les condamner, comment on peut travailler avec, puis qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça, puis comment ils peuvent nous être utiles. Je serais curieux de voir la position de Michel Serres par rapport à l'intelligence artificielle. Malheureusement, il est décédé, mais je suis à peu près certain qu'il dirait, c'est là, c'est immense le potentiel que ça a. Comment on peut bien l'utiliser puis qu'on se serve bien de ça plutôt que de voir tout de suite que c'est négatif. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec ça, mais il faut le montrer aux jeunes, il faut leur dire les limites que ça a. Puis eux, s'ils l'exploitent de la bonne façon, ben, ça va encore progresser. Je veux dire, on ne peut pas être contre ça. Il y a des gens qui avaient manifesté à une certaine époque contre l'utilisation de la calculatrice. J'ai vu une image de ça, là, des gens qui avaient pris la rue avec des affiches, il ne faut pas que ça rentre dans les écoles et ainsi de suite. Bon, on n'est plus à l'époque qu'on compte sur nos doigts, c'est là la calculatrice, fait qu'il faut s'en servir. Maintenant, ça n'enlève rien au développement et aux compétences des jeunes. Au contraire, ça les bonifie. Ah, c'est ça, mais puis c'est le genre de choses que des années plus tard, on trouve ça un peu loufoque, on se dit, ben voyons donc, mais fait que peut-être que dans plusieurs années, ils se diront, mais qu'est-ce qu'il y avait, eux, contre le cellulaire ou contre l'intelligence artificielle? Tout à fait. Je l'avais montré l'image aux enseignants, tout le monde était parti à rire. Je disais, écoutez, c'est quoi, là, présentement, notre réaction face au cellulaire? C'est quoi notre réaction face à l'intelligence artificielle? Fait qu'au lieu de... On peut combattre, on peut fuir ou on peut danser. Comment on peut danser avec les éléments plutôt que de se battre ou fuir? Donc, apprenons à danser avec ça, ces nouveautés-là qui arrivent, puis comment bien s'en servir. Ah, tout à fait. Donc, tu me donnes presque le goût de lire du Michel Serres. Mais, donc, super intéressant.
Super intéressant, cette lecture-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as découvert ou d'autres auteurs que tu as découvert en lien avec l'éducation qui t'ont inspiré? Oui, il y a eu Ken Robinson qui était Lui, il était vraiment sur l'importance de la créativité en éducation. Michel Serres était dans cette position-là. Puis lui, Ken Robinson, l'a poussé plus loin. C'est un Anglais. Donc, il a écrit plusieurs livres sur l'école en disant, ben, si vous continuez à enseigner de la même façon, vous allez droit dans un mur. OK. Puis il dit, la société, c'est un TGV. L'éducation, les écoles, c'est des trains à vapeur. Fait que là, il va falloir que le TGV ne redeviendra pas à vapeur. Donc, il va falloir que vous autres, vous vous adaptiez et que vous changiez. Donc, ça a été un élément, ça, qui m'a frappé. Il y a Angela Duckworth qui a fait beaucoup de recherches sur les jeunes. Elle se disait, elle était enseignante en mathématiques. Puis elle se disait, pourquoi il y en a qui ont plein de talents en maths qui ne réussissent pas? Puis pourquoi pour ceux que c'est plus difficile, ils finissent par réussir? Puis elle a décidé d'arrêter sa carrière d'enseignante, faire une carrière pour faire des études en psychologie. Puis elle est allée voir les personnes dans différents domaines les plus performants. Pourquoi ils performent, ces gens-là? Pourquoi ça fonctionne? Elle est allée à l'école militaire de West Point. Elle a suivi une équipe de football, des musiciens, etc. Pour en arriver, elle a écrit un livre qui s'appelle Grit. Donc, ça, c'est la ténacité et la persévérance. Puis elle dit, en bout de ligne, c'est ce qui va toujours faire la différence. Fait que ça, c'est des choses que moi, j'ai lues d'elle. Puis je me suis dit, ben, faut parler de ça à nos jeunes. Donc, moi, j'en avais parlé aux élèves du collège. Je les rencontrais par groupe, puis j'expliquais cette vision-là. Je disais, peu importe le talent que vous avez, c'est la persévérance, la ténacité. Puis de ça va naître la passion aussi pour ce que l'on fait. Donc, tout ça étant interrelié. Puis quand on regarde aujourd'hui ceux qui réussissent dans leur domaine, bien, au départ, c'est des passionnés. Puis quand tu es passionné, bien, tu sais, il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois tenace. Il faut que tu aies un esprit ouvert. Donc, l'ouverture d'esprit m'a amené vers un autre auteur là, dont j'oublie le nom, mais qui a fait des grosses recherches aussi là-dessus. On peut avoir dans la vie un esprit fermé ou un esprit ouvert. Puis un esprit fermé, bien, c'est sûr que ça n'avancera jamais. Un esprit ouvert, bien, c'est de dire bien, les erreurs que j'ai commises ou si ça n'a pas fonctionné cette fois-là, bien, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, ça fonctionne? Donc, tout ça. C'est parti de Michel Serres, puis ça m'a amené dans différents. C'est comme un arbre, hein? Tout à fait. Le Michel Serres, c'était le tronc, puis à un moment donné, les branches, c'est devenu tous les autres auteurs, puis qui se relient un peu à sa philosophie. Mais ce qui m'impressionne, c'est que lui a pensé à tout ça en nous prévenant de tout ça à une époque où c'était pas tant implanté, les technologies, entre autres. Oui, c'est ça, j'avais le goût de dire, c'est qu'il était comme précurseur, là. Il Oui, voyait tout à ce qui fait. s'en venait, puis il était capable de déjà écrire là-dessus. Fait qu'il y a des auteurs comme ça, puis Oui. c'est ça, c'est inspirant, là. Tout à fait. Est-ce que dans toutes ces lectures-là, est-ce qu'il y en a des fois, parce qu'on parle beaucoup des lectures qui nous ont influencés, mais des fois, il y en a qui nous influencent parce qu'on n'est pas d'accord. Tu sais, y en a-tu que tu t'es dit, non, ça, j'achète pas ça. C'est pas parce que quelqu'un s'est assis et l'écrit que c'est nécessairement, Oui. ça nous colle Ben, nécessairement. je donne un exemple en éducation. Présentement, il y a différentes façons d'enseigner. On va parler, par exemple, de l'enseignement explicite. Ça, c'est très traditionnel. C'est très directif comme méthode. Il y a des gens qui essaient d'autres formes. Je te donne un exemple, la pédagogie, la classe inversée, où c'est les élèves qui doivent pas mal découvrir ce qu'ils ont à apprendre, puis le prof a une posture de coach. Puis moi, ce qui m'irrite, c'est quand Puis en enseignement explicite, il s'est fait beaucoup de recherches. Alors que dans les nouvelles approches, c'est pas encore au même. Il n'y a pas eu encore autant de recherches. Mais de voir que ces gens-là, j'ai lu pour savoir c'était quoi l'enseignement explicite, mais de voir à quel point ils défendent ça bec et ongle en disant que tout le reste n'est pas bon, ça m'irrite. Mais je me dis, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis je me dis, bien, parfois, il faut être explicite en enseignement. Parfois, l'important, c'est de varier l'approche parce que les jeunes ne sont plus les mêmes. Puis ces jeunes-là, il faut les engager. En anglais, on va dire engage me or enrage me. Donc, engage-moi ou enrage-moi. Fait que si tu es toujours en train de me faire ça de la même façon, tu vas m'enrager. Mais si tu varies, je vais m'engager. Mais j'aime pas les gens qui ont des positions fermes comme ça. Oui, l'enseignement explicite, c'est vrai, il y a eu beaucoup de recherches, mais il y a des moments où oui, je vais l'utiliser, mais il y a d'autres moments où je dois passer à autre chose. Mais que ces gens-là disent, ben l'autre chose, c'est pas bon.
Ça, c'est... Puis l'inverse étant vrai aussi, là. Ouais, c'est ça. On a eu au collège, à un moment donné, on a fait un partenariat avec une université. Eux arrivent avec une approche. Mais ce que j'avais aimé, c'est qu'ils disaient, ben, on vous propose quelque chose qui fonctionne, mais soyez pas fermés à toutes les autres façons de faire, là. Fait que ça, oui, effectivement, mais il faut quand même aller lire ces gens-là, même s'ils viennent nous chercher peut-être plus négativement, là. Oui, c'est ça, exact. Fait que dans le fond, tu sais, on prend ce qui nous touche, Oui, puis ce qui est bon dans un livre, puis ce qui nous interpelle. Puis je trouve que des fois, on a met beaucoup de pression sur un livre parce qu'on voudrait tout aimer ou on glorifie ça, mais dans le fond, ça se peut qu'on n'aime pas tout, ça se peut que tout ne vienne pas nous chercher, mais c'est important de le lire pareil. ben, aussi passionné que je suis de Michel Serres, c'est arrivé certains de ses livres où j'ai abandonné en cours de route. OK. Où là, je me disais, je suis pas prêt. Où là, ça vient pas me chercher comme d'habitude. Puis peut-être, il est encore là. Je dis, à un moment donné, je vais aller le rechercher. Donc, je me souviens, ce livre-là, il s'appelait L'Incandescent. Puis, mais c'est ça, il est pas venu m'accrocher. Peut-être que j'étais pas prêt au moment où je l'ai lu. Je vais peut-être, là, le fait d'en parler, je vais peut-être aller le rechercher, puis regarder, puis je vais peut-être plonger dedans. Tout à fait. Ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Mm. Puis c'est Pennec qui disait, hein, à un moment donné, il disait les droits Ouais, du lecteur. Puis, tu as le droit d'arrêter de lire un livre, Ouais. tu as le droit de sauter des pages. C'est ça, il faut se laisser aller là-dedans, comment on se sent, là. Oui, tout à fait. Donc, super intéressant. Donc, maintenant, là, on va un peu s'en aller sur le volet du management. Ouais. Donc, le livre que tu suggères, qui t'a marqué, c'est Gérer tout simplement de Henry Mitzberg. Ouais. Donc, qui est une sommité dans le management. Comment il est arrivé dans tes mains, ce livre-là? Quand j'ai pris le poste de direction au collège, j'ai un ancien élève qui m'a contacté, Marc Messier, garçon à Mme Roussy qui enseignait Oui. au collège. Moi, je l'avais coaché au badminton. Puis lui, il enseigne à HEC. Puis il dit, je suis passage à Verdun, j'aimerais ça qu'on aille dîner ensemble. Je voudrais que tu me parles de tes nouvelles fonctions et tout ça. Puis là, on a développé comme un lien. Puis je me suis dit, écoute, on va inverser les rôles. Je t'ai coaché. Est-ce que tu peux me coacher maintenant? Parce que en éducation, souvent, tu deviens directeur après avoir été enseignant. Tu n'as pas nécessairement toutes toutes les formations en gestion. Donc, moi, je n'avais pas un bac en administration. J'étais éducateur physique. Alors, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne ressource. Puis, il a convenu qu'on s'appelait à certains moments, une fois par mois. Puis, à un moment donné, il me dit, comment tu te sens? C'est un spécialiste des questions. Je dis, écoute, j'ai l'impression que je ne fais rien dans mes journées. J'ai dit, j'arrive chez nous le soir, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et là, il part à rire. Il dit, je t'envoie un article, puis il dit, on se reparle après ça. Fait que c'était un article de Mintzberg qui disait, rarement un gestionnaire va être capable de travailler plus de 20 minutes consécutivement sur un dossier. C'est sûr qu'il va se faire déranger. Puis là, ce que j'ai vu dans cet article-là, c'est que Mintzberg, lui, ses recherches, il allait voir des gestionnaires en action. Il les convainquait de rester près d'eux. Il dit, vous ne me verrez pas, je vais être comme, je vais faire partie de la peinture, mais il dit, je veux vous observer. Et il a ressorti ça de ses études. Et là, moi, ça a changé ma vie, là. Parce que je me suis dit, c'est normal. Alors là, comment je m'ajuste à ça? Bien, je rentre plus tôt le matin ou je termine plus tard le soir, mais entre les deux, je suis au service service des élèves, au service des parents, au service des profs. Et si je peux travailler puis que je me fais déranger au bout de 20 minutes, ben c'est normal, ça fait partie de mon quotidien. Et là, j'ai commencé mes lectures sur Mintzberg. Puis lui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très terre à terre. Lui, il dit, c'est ce qu'on connaît du management, c'est très théorique. Méfiez-vous à vos instincts quand vous êtes sur le terrain. Observez vos réactions, puis c'est de là que vous allez tirer votre expérience. Puis il avait écrit un livre d'ailleurs qui s'intitulait « Ne formez pas des MBA, mais des managers », en voulant dire, ben là, si vous faites votre bac maîtrise puis doctorat, puis vous n'êtes pas allé sur le terrain, c'est pas bon ça. Là. D'ailleurs, lui a créé après ça un cours à McGill, où son cours, il prend des gestionnaires, puis ils sont toujours sur le terrain avec d'autres gestionnaires, puis ils discutent entre eux. Encore là, une approche pédagogique innovante. Lui, c'est beaucoup par interaction entre gestionnaires que les apprentissages se construisent. Puis à un moment donné, lui, il sort de là, puis il met un cadre un peu théorique autour de ça. Mais moi, ce qui m'a ramené, c'est fiez-vous à vos expériences terrain, tirez-en des leçons, puis c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à lire les livres de Mintzberg, qui m'ont amené après ça vers Adam Grant, qui m'ont amené vers Simon Sinek aujourd'hui. Donc, des gens qui s'intéressent à l'humain dans l'organisation, parce que pour moi, ça a toujours été une priorité, l'humain dans l'organisation.
Puis son dernier livre qui fait une synthèse, justement, sur... Celui-ci. Oui. Comprendre les organisations. En fait, tu es en train de lire. Oui, je suis en train de le lire. J'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Henry Mintzberg le printemps passé. Donc, je faisais partie du comité des directeurs généraux de la Fédération des écoles privées qui organisait les assemblées générales, entre autres le volet formation. Puis, à un moment donné, dans le sujet qu'on voulait, je leur disais, écoutez, le meilleur pour faire ça, c'est Henry Mintzberg. Puis là, les gens m'ont regardé en disant, mais voyons donc, Henry Mintzberg ne viendra pas à une de nos assemblées. Puis là, il y avait quelqu'un qui travaillait pour la FEA, puis il dit, Guy, il prend sa retraite, moi, je tente le coup, j'essaie de l'approcher. Puis finalement, il a accepté parce que où on tenait notre assemblée, c'était à peu près à 10 minutes de chez lui. C'est un monsieur qui a quand même plus de 80 ans. Mais encore là, ça m'a rappelé Michel Serres. J'ai vu ce monsieur-là pendant 2 heures nous entretenir avec passion de c'est quoi une organisation. Puis je me dis, il a 80 ans, il a le feu dans les yeux, il est allumé. Quel beau modèle, là. Quel beau modèle. Puis ça a renversé les gens de voir ça. Puis de voir qu'il est encore vraiment à jour dans ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est ça qui est tout à fait qui est fascinant avec lui. Là. Puis c'est quelqu'un qu'on vend bien ses livres. Puis je pense que, comme toi, il y a plein de monde qui lisent tous les Henry Mintzberg qui vont sortir, qui sortent. Puis, tu sais, c'est toujours pertinent. Là. Tout à fait. Toujours... C'est simple. Puis d'ailleurs, son livre géré, tout simplement. Puis quand tu lis ça, puis tu te dis, bon, c'est simple. La façon dont je l'explique, c'est vrai que c'est simple, c'est complexe dans le quotidien, mais c'est pas de la théorie à pu finir. C'est vraiment là, du terre-à-terre, du gros bon sens. Puis l'importance de briser la question de hiérarchie, mais de travailler plus en réseau. Travailler plus à la verticale qu'à l'horizontale quand on parle des dirigeants. Donc, bien utiliser les gens autour de soi, collaborer avec eux, les aider, en fait, c'est du coaching. Puis écoute, je te dis ça, ce mot-là, puis je me souviens, j'avais fait, quand j'avais quitté mes fonctions à Québec comme entraîneur, j'avais fait une entrevue avec, j'ai oublié son premier nom, Gendron, tu vas m'aider. Stéphanie Gendron. Stéphanie Gendron qui m'avait dit... elle dit là, vous avez. Elle dit quand vous avez fait du coaching, là, vous laissez ça. Puis j'ai dit, ben, écoute, je suis devenu enseignant parce que j'aimais le coaching. J'ai dit, j'ai coaché. Puis là, maintenant, comme enseignant, ben, je coach des élèves. Comme directeur, je coach une équipe. Puis là, elle dit, vous allez faire quoi après? Ben, je pense que je vais coacher encore. Je vais aider des gens qui veulent... puis c'est un peu ça que j'essaie de faire présentement. Des fois, des gens qui commencent dans un domaine puis qui veulent un peu de coaching, mentorat, ben, c'est quelque chose que j'aime. Fait que finalement, il y a un moment donné, il y a un élément dans notre vie qui nous relie. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis si je pense aussi tu as aimé ta carrière puis ça a bien été, c'est que ça venait chercher cet élément-là que tu aimes puis qui est passionnel, dans le fond. Là. Oui, puis moi, j'avais une phobie, c'était de ne pas être à jour. Quand j'étais entraîneur badminton, il fallait toujours que je sois à fine pointe. Quand j'étais enseignant en biologie, je voulais toujours avoir ce qu'il y avait de dernier cri là, pour m'aider à enseigner. Puis j'ai été comme ça comme gestionnaire. J'ai jamais eu peur d'aller voir des gens beaucoup plus connaissants, beaucoup plus forts que moi. Une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé à être directeur au collège, j'ai fait une tournée au Québec. J'ai dit, je vais aller dans les meilleures écoles, les écoles que j'entends parler, les meilleures écoles. Je vais aller jaser avec les directions de ces écoles-là. J'ai toujours été... me suis toujours inspiré de ces gens-là. Puis je me disais, ben sans vouloir les copier, mais dire comment moi je peux adapter ça à qui je suis. Puis mes lectures, ça a été ça. Puis moi, c'est ce qui m'a tenu tout au long de ma carrière. Même si je faisais des bonnes journées de travail, j'avais toujours un temps. Mais c'était ciblé. Les romans l'été, les ouvrages de gestion quand j'étais à la direction pendant l'année. Puis j'allais toujours chercher des éléments là-dedans qui m'aidaient dans mon quotidien. Là. Ça a été vraiment des bons appuis pour moi. Oui, c'est ça. Il faut voir les livres comme ça. Oui. C'est des appuis, on prend de l'information. Puis ce qui est intéressant, puis ça, c'est propre à chacun, mais je trouve que c'est intéressant de lire des choses plus soit en affaires, soit en sociaux, ou pour ouvrir les horizons un peu, là, puis aller voir autre chose. Ça n'empêche pas que tu peux tomber dans un bon roman puis le dévorer, mais je trouve que le mélange des genres, ça rend la lecture encore
plus intéressante. Oui, puis ça nous façonne. Je pense que Ouais. ça nous aide comme personne à progresser dans la vie. Puis c'est tellement... Moi, j'ai toujours trouvé que c'était inspirant. Combien d'auteurs que j'ai lus qu'à un moment donné, je faisais un message au début d'année avec les enseignants, puis c'était inspiré des lectures que j'avais faites durant l'été. Là. Non, moi, c'est quelque chose qui me garde très allumé, la lecture. Puis il faut garder... la lecture est au cerveau ce que l'exercice est au corps. Oui, tout à fait. Alors, il faut bien entretenir tout ça. Ben, comme des fois, au corps, on se pousse un peu puis on fait des intervalles, ben, il faut faire ce que Michel Serres a dit. Il faut que ça fasse mal un petit peu c'est parfois ça. pour progresser. Exact. Fait que c'est la même chose pour notre intellect. Exact. J'avais amené un autre livre qui est de Pascal Dufresne, Être un leader créateur. C'est vraiment, ça le dit, là, réconcilier la performance et l'humanité. Oui. Donc, elle est beaucoup là-dedans. Puis il y a tout le volet créatif, parce que des fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'importance de la créativité. Puis, tu sais, des fois, on associe beaucoup la créativité à faire des tableaux ou écrire des livres, mais la créativité, elle est partout, tout le temps, et elle est utile tout le temps. D'ailleurs, c'est prouvé que les informaticiens de haut niveau, c'est des gens très créatifs pour trouver des nouvelles façons de faire. Les scientifiques aussi. Donc, c'est un livre qui est vraiment... en tout cas, j'en ai lu une petite partie, j'ai pas fini, mais vraiment super intéressant sur comment on peut être plus créatif, puis ça peut nous aider et comment ça peut être enrichissant. Donc... J'aime bien ce qui est écrit, réconcilier performance et humanité. Ouais, c'est un beau défi. Il ne faut jamais oublier l'humain dans les exigences qu'on a ou dans les objectifs qu'on veut atteindre. Puis surtout, il faut qu'il soit bien l'humain là-dedans. Là. Oui, c'est ça, exactement. Puis, des fois, ça prend une petite dose de créativité pour tout arrimer ça. Il faut toujours être sur le bout de sa chaise. Moi, je disais ça, le jour où quand j'étais dans mon travail, le jour où je vais m'appuyer dans le fond de ma chaise, c'est pas bon signe. Il faut toujours que je sois sur le bout, sur le qui-vive, parce que justement, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, la créativité, puis il faut... les jeunes vont en avoir besoin. On a vu ce qu'on a vécu dans les dernières années. Ça a demandé de la créativité, ça a demandé de l'agilité, de la flexibilité. Et ça, je pense qu'on a une génération qui va tirer profit de ce qu'on a vécu puis qui vont adopter cette attitude-là. Ça va rester. À mes invités qui viennent, j'aime ça leur offrir un livre, donc tu pourras repartir avec pour mettre sur ta pile à lire. Juste une dernière chose sur Michel Serres en rapport à ce qui se passe présentement dans le monde. Il disait « L'homme a évolué sur le plan technologique, mais il n'a pas évolué dans les 3/4 de sa façon de penser. » Puis ce qui se passe dans le monde aujourd'hui vient confirmer ce que Michel Serres disait, malheureusement. Oui, c'est ça, j'allais dire, tu sais, il a raison, mais c'est un peu désolant quand même. Oui, tout à fait. Mais il a quand même raison. Oui. Ben, merci beaucoup. Je vais lire ça avec grand intérêt. Ça me fait plaisir. Ça a été super intéressant. En terminant, j'aurais des petites questions en rafale sur tes habitudes de lecture. Oui. Donc, on a parlé un peu de quelle façon tu choisis tes livres. Te laisses-tu des fois juste inspirer à rentrer dans une librairie puis à faire comme « Ah, lui, ça me tente. Je sais pas pourquoi, mais ça me tente. » Tout à fait. Oui, ça c'est... D'ailleurs, j'ai écrit le nom parce qu'il est compliqué un petit peu, là. Adler Holzer. C'est... j'étais allé à ta librairie, puis à un moment donné, j'étais dans la section roman policier, puis je vois ça, ce nom-là. Puis à un moment donné, je lis en arrière, puis je suis parti avec ça, puis j'en ai lu quelques-uns de lui par la suite, là. OK. Fait qu'il y a des fois des inspirations. Est-ce que des fois, il y a des suggestions? Oui. Oui, on va voir des fois dans les médias où on parle de tel auteur qui est présentement, ça se vend bien, tout ça. Ben oui, je vais aller laisser. Louise Penny, ça a été ça pour moi. Là. Okay. J'en ai entendu parler, le livre qu'elle a écrit avec Hillary Clinton. Ouais. Donc, ça, je l'ai entendu parler, je suis allé le chercher, puis après ça, je me suis mis à lire les Louise Penny. Oui, ça, c'est une façon de... Fait que tu es ouvert à tout, tout à fait. Tout ce qui parle des livres. Oui, oui. Tu peux lire combien de livres par mois, par année, là, sais-tu? Est-ce que tu notes les livres que tu as lus? Non, je les note pas, mais je lis tout le temps. Mais je regarde cet été, là, à peu près en un mois, j'ai lu au moins 6 romans. Oh, quand même. Oui. OK. Tu es un bon lecteur. Puis tu disais tantôt, même quand tu étais à la direction du collège, à tous les jours, tu lisais. Tous les jours, même si c'était pas long, mais je lisais toujours. Là, c'était plus des ouvrages en lien avec la gestion.
Mais je disais toujours, là, le soir, je prenais le temps, là, peut-être 20 minutes, une demi-heure tout le temps, des fois plus, les fins de semaine, mais à chaque jour, j'étais assez rigoureux là-dessus. Là. OK, fait que ça fait partie de tes habitudes de vie. Oui, tout à fait. Là, ça m'amène à l'autre question. À quel moment de la journée t'aimes lire? Le soir, j'aime beaucoup lire dans le calme. Donc, parfois, c'est dans ma balançoire l'été. Le soir après le souper, là, quand la clarté se prolonge. Mais oui, je suis plus un lecteur de soirée. OK. Puis, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'un des bienfaits et des choses intéressantes de la lecture, c'est que tu peux pas faire deux choses en même temps quand tu lis. Puis, tu sais, je le dis souvent parce que je trouve qu'on est tellement porté à faire 2-3 affaires en même temps, être sur notre téléphone, en écoutant la télé. Mais quand tu lis, tu peux pas. Tu peux pas regarder ton téléphone et ton livre. Tu peux pas écouter la télé et ton livre. T'arrêtes ton cerveau. Je trouve que ça fait du bien aux yeux et au cerveau. Puis moi, j'ai un côté TDAH, là, mais même de la musique, en lisant, ça passe pas, moi. Je l'ai essayé, mais ça fonctionne pas. C'est vraiment comme en silence, puis je me concentre sur ce que je lis, là. Fait que ça fait partie d'un moment de se déposer. Oui, puis j'ai une conjointe qui aime beaucoup lire aussi. Fait que là-dessus, c'est intéressant. Puis je pense que ça a influencé nos enfants parce qu'ils voient toujours un livre à la traîne. Ça fait qu'à un moment donné, ils fouillent dedans, puis ça a l'air intéressant, ben, je te le passe. Puis je pense qu'au niveau familial, on est des bons lecteurs. C'est important, là. C'est prouvé que les enfants qui vont avoir vu leurs parents avec des livres dans les mains vont être plus tendance à lire. Puis l'autre élément aussi qui est important, c'est que les enfants aient eux-mêmes des livres dans les mains dès qu'ils sont tout petits. Parce que s'ils arrivent trop vieux puis on essaie de leur inculquer la lecture, des fois, c'est plus difficile. Là, ils n'ont pas connu ça. Puis les autres aussi ont besoin d'un élément déclencheur. Moi, ma fille, ça a été les Harry Potter. Puis je me souviens d'avoir fait la file autour de minuit. Il avait fait ça à la librairie ici à Rivière-du-Loup. Là. Je sais pas si c'est toi qui étais propriétaire à ce moment-là, mais j'avais fait la file. Puis le lendemain matin, elle s'était levée, puis elle avait là, son déjeuner avec le dernier Harry Potter. Puis je me souviendrai toujours de son regard, mais la vitesse à laquelle elle lisait ça. Oui, effectivement, ça influence nos enfants. Là. Tout à fait. On a parlé un peu tantôt, l'état de ton livre après la lecture. Ressemble-tu encore à ça? Non, pas tout à fait. Ils sont barbouillés, mes livres. OK. Des fois, ça va être surligné. Des fois écrit en marge, souvent en bas de page, comme une phrase résumée que je vais aimer revoir par après ou un schéma que je vais faire à partir de ce que j'ai lu. Non, c'est vraiment c'est un gribouillis qui est à l'intérieur. Là. C'est ça, c'est ma façon. Pas dans les romans, je te dirais, mais dans les livres de gestion ou dans les livres de Michel Serres, oui, quelqu'un qui regarde ça, il va dire « Mon Dieu, c'est barbouillé », mais effectivement, c'est dans mes habitudes, ça. Ah, ben c'est correct quand il y a deux styles. Il y a des gens qui vont être plus comme ça, puis il y en a d'autres qui sont comme plus puristes où ils ont fini de lire un livre, puis ça paraît même pas, là. Moi, quand je lisais les Michel Serres, j'avais un professeur au collège, Simon Laplante, qui à un moment donné, je lui en avais prêté un, puis à un moment donné, on a développé l'habitude, quand j'en lisais un, j'annotais des choses, puis j'ai dit « Simon, fais la même chose de ton côté. » Dans le même livre. Dans le même livre, puis on n'annotait pas nécessairement aux mêmes endroits, fait que ce que moi j'avais mis, ça l'intriguait, ce que lui avait fait, ça m'intriguait, puis là, on voyait, on a nos façons de voir où est-ce qu'on accroche plus sur un auteur, puis d'ailleurs, je m'en souviendrai toujours, on était allé le voir, l'entendre, c'est-à-dire Michel Serres, Simon et moi, à un moment donné, à Limoilou. Donc, après avoir lu quelques-uns de ses livres, fait qu'au retour, ça a été 2 heures qui est passé très vite. Ah, je comprends. Ah, je trouve donc bien ça le fun comme idée de dire je vais annoter, tu l'annotes, puis après ça... On se repartage ça. On se repartage ça, tout à fait. Ah, ben c'est le fun. Ben merci beaucoup, ça a été une discussion passionnante. Merci à toi, c'est très gentil. J'ai apprécié. Au plaisir, merci. Merci.